et bienvenue, ravi d'être avec vous ce matin. Nous sommes le 15 janvier 2024 et je suis heureuse de vous accompagner pendant 1 heure dans votre émission Ma famille, ma vie. Ce matin, nous allons parler d'un fléau qui touche, on va dire, pratiquement toute l'humanité et pas uniquement donc les pays avancés comme on l'a cru pendant très longtemps. L'obésité maintenant touche les adultes et les enfants et c'est de cela que nous allons parler ce matin. Donc défis et solutions face à l'obésité juvénile. Et pour en parler ce matin, je suis très heureuse de recevoir, je vais dire comme d'habitude, nous sommes très heureuses de vous recevoir. Donc Samia Lamara, bonjour. Bonjour, alors, je suis très contente d'être là. Alors tout le plaisir est pour nous. Alors à chaque fois vous nous éclairez, donc les thématiques que nous choisissons et aujourd'hui nous allons parler de l'obésité juvénile. Donc je rappelle juste, donc vous êtes psychologue clinicienne, donc secrétaire générale de la SARP. Voilà. En tout cas, merci encore. Bien entendu. Nous avons aussi donc le plaisir de recevoir Mohamed Mellek. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes nutritionniste. Nutritionniste, exactement. C'est un plaisir de partager aujourd'hui le plateau avec vous et avec pour la deuxième fois. Pour Ma famille, ma vie, c'est votre troisième passage. Voilà. Très heureuse. Donc, comme je l'ai dit, nous allons parler donc de nutrition, de l'obésité et toutes on va dire, ces habitudes qu'on a, bonnes et mauvaises habitudes alimentaires. À travers notre alimentation. Voilà, exactement. à travers notre alimentation. Donc, un fléau, comme je le disais, même l'OMS dit que pratiquement l'obésité devient une pandémie, un problème qui touche, que ce soit petit et grand, mais aujourd'hui, nous allons nous c'est aux plus jeunes, ça reste, on va dire, une maladie, c'est classé comme une maladie. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de l'obésité ? C'est vrai que ces dernières décennies, c'est un problème qui est à l'échelle mondiale et qui inquiète beaucoup les professionnels, les parents, parce que ça touche directement et la santé physique et la santé mentale des enfants. Et les causes sont bien sûr multiples. L'obésité, c'est-à-dire les enfants qui ont un problème d'obésité, gardent parfois ce statut pondéral même à l'âge adulte. Ça devient un problème d'actualité et un problème sur lequel il faut se pencher sérieusement, c'est-à-dire en impliquant tous les professionnels, les écoles, les parents, pour essayer de trouver des solutions. Voilà. Donc, à ce fléau. Mohamed, comme nous l'a dit docteur Lamara, la nutrition est très très importante. On peut dire que c'est l'un des facteurs principaux de l'obésité. Ça reste surtout, si vous voulez, de la médecine préventionnelle avant de passer justement à la médecine proprement clinique, tout ce qui est thérapie. Déjà, c'est un entretien, ça rentre dans ce qu'on appelle l'hygiène de vie. Donc, c'est important de veiller à ce qu'elle soit équilibrée autant que notre vie, que le choix des aliments soit vraiment réfléchi, pensé et de couvrir tous les besoins, sans bien sûr dépasser les excès qui peuvent nous faire tomber dans le souci du surpoids et de l'obésité, et principalement chez l'enfant. On verra ça plus en détail tout à l'heure, puisque quand même l'alimentation chez l'enfant est différente de chez l'adulte, puisque l'enfant a le facteur croissance pour les enfants, chose qu'il n'y a pas pour les adultes une fois que la croissance est finie. Donc l'alimentation doit s'adapter. On reviendra donc sur ça bien sûr. Dans un petit moment. Ce que je vous propose déjà, c'est de commencer. Nous allons suivre un reportage de Lamia Boudbouda. On regarde et on revient juste après. L'obésité est devenue de plus en plus présente dans notre société. Elle ne touche pas seulement les adultes, mais aussi les enfants. Pour en savoir un peu plus et en connaître les causes, nous nous sommes adressés au docteur Oumnia Linda, médecin esthétique, nutritionniste et membre de la World Obesity Federation. Évidemment que l'obésité chez l'enfant a augmenté énormément ces dernières années et pour cause, la première cause évidemment c'est cette transition économique qui fait qu'on a beaucoup d'alimentation extérieure, beaucoup de fast-food, de junk food et ça c'est le numéro 1 en fait, c'est le déséquilibre entre les apports qui sont très très caloriques, surtout chez les enfants qui mangent beaucoup dehors
et la sédentarité en parallèle qui sévit. Les enfants ne bougent pas beaucoup, ne vont pas à l'école à pied comme les anciennes générations. Et donc, ils vont en voiture et ils ont des goûters très caloriques. Donc, le goûter est une des causes les plus importantes chez l'enfant d'obésité parce que tous les jours, on s'arrête devant une supérette, on achète un yaourt qui est sucré, on achète des biscuits qui sont sucrés, on achète un croissant, c'est du sucre. Et dans la continuité quotidienne, ça provoque une obésité systématiquement parce que c'est quand même, un croissant est à peu près à 490 calories. Imaginez-vous, c'est pratiquement un repas. En plus, les croissants chez nous sont très, très gros et donc il y a de la farine, il y a beaucoup de beurre ou de la margarine avec de l'huile de palme, etc. Et donc tout ça fait qu'on mange mal, on ne mange pas sainement parce que c'est des produits transformés et aussi on mange très, très calorique. Au fait, une maman qui arrive à midi et qui n'a pas fait à manger chez elle, il est plus facile pour elle d'aller acheter de la pizza dehors, qui fait 450 dinars, que de les faire à un repas avec des légumes ou des protéines, etc. Écran, jeux vidéo sont aussi responsables de l'obésité et du surpoids de vos enfants. Les enfants qui mangent pendant qu'ils jouent à l'ordinateur ou qu'ils regardent la télé, ils vont manger plus que s'ils se concentraient sur le repas à table. Pourquoi ? Parce qu'ils sont concentrés sur des images, donc ils mangent vite. Et c'est ce qu'on appelle la tachyphagie. La tachyphagie, c'est le fait de manger vite. Donc le fait de manger vite, on a une hormone qu'on appelle l'hormone de satiété, la leptine, qui devrait être sécrétée au bout de 25 minutes. Mais si on mange en 10 minutes, on n'a pas d'hormone de satiété, ce qui fait qu'on va manger plus rapidement et donc on grossit. L'autre facteur important est le sommeil. Sans manque, dérègle la production d'hormones responsables de l'appétit. Pour le manque de sommeil, dans les dernières recommandations, les dernières études ont démontré que le manque de sommeil chez l'enfant et chez l'adulte aussi provoquait l'obésité plus que le déséquilibre calorique, presque. Pourquoi ? Parce que quand on ne dort pas, on a une hormone, encore la gréline, et cette hormone, donc on a envie de manger le soir. Et évidemment, quand on veille et quand on a envie de manger, on n'a pas envie de manger des carottes. On a envie de manger du sucre, donc, ou bien du salé. Donc des choses qui ont un goût très prononcé. Soit du chocolat, soit des gâteaux, soit des biscuits, soit des gaufrettes, soit des chips et des pop-corn salés. Et là, c'est l'obésité assurée. L'obésité est un problème de santé multifactoriel. Et si on a parlé des risques pour la santé infantile, la santé mentale des enfants obèses a plus récemment intéressé les chercheurs. J'ai mis sur mon guide nutritionnel pour adolescents, que j'espère diffuser dans certaines écoles. Ce guide nutritionnel va nous dire qu'est-ce qu'il faut manger, va dire aux enfants et aux adolescents comment il faut manger sans se priver. Parce qu'évidemment, les enfants ont envie de manger du sucre, ils ont envie de manger au fast-food, ils n'ont pas envie de manger à la cantine particulièrement. Donc ce guide nutritionnel va... en fait, je l'ai fait de manière très ludique en m'adressant aux enfants. Alors, tu aimes le sucre ? Ben oui, c'est normal, c'est très bon, t'es jeune, t'as envie de manger un bonbon, t'as envie de manger un gâteau, mais sur ce guide nutritionnel, on va lui donner la clé pour qu'il puisse manger, au lieu de manger un gâteau avec beaucoup de crème, ça c'est explosif, eh ben on lui dira, il vaut mieux que tu manges une tarte aux fruits, parce qu'il y a un peu de crème, c'est vrai qu'il y a un peu de farine, mais il y a beaucoup moins de gras. Donc, il mangera une tarte aux fruits. Au lieu de manger de la limonade, qui est pour moi, vous avez la limonade, les jus industriels, les chips, ça c'est no way. Hein, c'est des conservateurs, c'est des collants et c'est du sucre. Les trois sont cancérigènes. Donc, réfléchissons à ce qu'on donne à nos enfants. L'obésité a des conséquences sur la qualité de vie et le bien-être en général. Pour cela, il est important de la dépister et de la prendre en charge chez des spécialistes. Voilà, c'était un sujet de Lamia Boudboudin. On a pu voir un petit peu déjà tous les aspects qui mènent vers cette obésité. Donc, mis à part la malnutrition, il y a aussi donc la sédentarité. Il y a tous ces réseaux sociaux, entre autres la télévision, les réseaux sociaux, qui font que les enfants ne brûlent pas toutes les calories qu'ils consomment. Tout à fait. N'oublions pas que le mode moderne
incite les enfants de plus en plus à rester chez eux, scotchés sur leur écran. Et le fait d'être, j'ai envie de dire, inerte, il n'y a pas d'activité, ils ne sortent pas, à la limite ils sont là, plongés dans leur petit monde. Et ça fait que les activités physiques sont très 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 importantes pour l'équilibre physique et pour l'équilibre mental aussi. Il n'y a pas que l'équilibre physique. Le fait de sortir, parce qu'avant, les enfants sortaient peut-être devant Beaucoup chez plus, eux, oui, dans on les jouait, quartiers. autrefois, on descendait, on jouait à la marelle avec ils les allaient dans voisines, tous les sens, que ils se ça soit on dépensaient. jouait à la corde, il y avait plein de petits jeux comme ça. Pour nous, c'était Tout à anodin. fait, ils se dépensaient. Mais en fait, exactement, on dépensait tout ce que l'on consommait. Et en même temps, aussi, on va dire que de nos jours, on va dire que l'alimentation est beaucoup plus riche qu'il y a 20 ou 30 années en arrière. Exactement, beaucoup plus riche, ultra transformé, l'utilisation des produits dont on ne connaît pas, vous voulez la répercussion sur notre santé, que ce soit mentale et physique. Il y a le mode de vie aussi qui a changé, les climats d'insécurité qui fait qu'un parent souhaite plutôt avoir son enfant chez lui qu'à l'extérieur. L'ajout des cours de soutien qui vont encore, si vous voulez, intensifier un programme, c'est-à-dire il n'y a plus la place pour une activité physique qui est très très importante chez un enfant. Déjà, si vous voulez, la psychologie, enfin la manière qu'un enfant aujourd'hui traite son temps est différente de celle des époques précédentes. Un enfant aujourd'hui est scotché sur sa tablette, devant une télé. Donc vraiment, c'est un mode de vie hyper sédentarisé qui favorise le stockage des graisses. Déjà que l'alimentation est très riche en sucre, très riche en graisse, malsaine, ultra transformée. On va rajouter un accès facile parce qu'aujourd'hui, manger, parenthèse désolé du mot, dégueulasse, revient beaucoup moins cher que manger bio et sain. À cela, on rajoute donc le mode de vie sédentarisé. Donc tout ce trio-là va faire que les graisses vont être stockées et l'obésité donc va se manifester à un très jeune âge. Un très jeune âge avec beaucoup de facilité puisque toutes les conditions sont, on va dire, sont favorables pour que l'obésité s'installe. Et en plus, il y a aussi, sans oublier, la prédisposition un peu génétique aussi. C'est-à-dire, c'est un peu en relation avec le métabolisme. Il y a une prédisposition. Voilà, avoir des parents, ce qu'on appelle communément, je prends facilement du poids. Oui. C'est comme on dit un peu vulgairement au niveau de la rue. Donc, j'ai tendance à prendre ces relations avec le métabolisme. Il suffit d'avoir un métabolisme qui répond rapidement, donc on va stocker plus de graisse. Donc c'est tout un tout, c'est le facteur environnemental, la prédisposition et puis la sédentarité. Les répercussions sont, on va dire, sont très graves. Sont très très graves. Mais surtout sur déjà, on parle pas uniquement du physique, mais on parle aussi sur le mental. Donc comment est-ce que ces enfants déjà acceptent déjà cette différence? C'est difficile de s'accepter quand on se renvoie une image d'un corps qu'on n'aime pas. C'est très difficile. Il y a la stigmatisation, il y a le harcèlement moral qui se manifeste au niveau des écoles et parfois même au niveau des familles. Ça a des répercussions sur sa santé mentale, sur son devenir, sur son estime de soi et son image de soi qui est totalement négative. Et bien évidemment, une personne qui ne peut pas facilement être intégrée dans une société ou dans une communauté sans pour autant, parce qu'elle est en souffrance en réalité. Il y a une grosse souffrance et qui ne se manifeste pas malheureusement verbalement, qui se manifeste par la suite parfois par des troubles du comportement alimentaire compulsif. Donc ça s'accentue et la personne elle est dans l'impasse, elle n'arrive pas à s'en sortir. Comment s'en sortir quand on a une image de soi qui est réduite à un physique, un physique qu'on n'aime pas surtout. Justement. C'est ça. Alors, on va rappeler juste le numéro de téléphone. Donc, si vous voulez nous contacter, donc partager vos expériences ou si vous avez un avis à nous donner, donc vous pouvez nous contacter au 021 23 98 91. On est là en fait pour avoir vos avis et vos interventions. Donc, difficile
Je voulais rajouter juste Oui. qu'il y a des normes sociales aussi et des stéréotypes par rapport au corps parfait dans les sociétés, dans les esprits. Et en même donc, temps, ça face aux influe médias, donc tous ces absolument, enfants. et ça influe négativement sur comment on se perçoit finalement. On a toujours L'acceptation de soi. Tout aussi. à fait. On a toujours cette comparaison qui se fait avec l'autre et qui nous renvoie une image pas tout à fait acceptable de nous-mêmes. Tout à fait. Et en même temps, les publicités sont là un petit peu pour fausser, pour induire en erreur. Pour manipuler aussi. Manipuler, puisque Tout à fait. alors on vous propose des barrettes de chocolat en vous mettant une personne svelte, mince et tout. C'est très complexe comme on va dire comme façon de faire. L'aspect publicitaire, si vous voulez, c'est un peu dans l'optique un peu de manipuler les choix, les orientations disons, alimentaires d'un enfant. D'ailleurs, ils choisissent bien leur moment. C'est lorsqu'il y a un programme de télé spécialement adapté à un enfant, donc tout ce qui est dessin animé. En dessin animé, on va utiliser les pages publicitaires justement pour venir lancer un message un peu indirectement dans le subconscient qui va justement orienter le choix de l'enfant lorsqu'il fait ses courses, lorsqu'on lui donne de l'argent. En même temps, quand on est petit, c'est très compliqué, on a envie de goûter, il y a cette curiosité qui est propre aux enfants à vouloir découvrir, et en même temps, donc quoi, une curiosité au niveau Il y a même au niveau des cours de de l'alimentation. récré, la docteur est là, et il y a une forme disons, une guéguerre entre celui qui a le meilleur goûter, le plus sucré, ouais. voilà, le mieux. Donc l'enfant devrait facilement. Par exemple, il y a un enfant, je pense, dans une cour de récré accompagné donc, de petits légumes coupés, il aura tendance à un peu être vu d'une manière un peu. Oui, peut-être avec des moqueries, justement, ça Voilà. c'est déjà arrivé. On dit, ils vont rigoler de moi, mes camarades, tu m'as mis exactement. des carottes, du Vous m'avez pris fenouil. pour un lapin, Voilà. exactement. Je suis pas. Donc ça a tendance un peu. C'est tout un truc. Déjà à dissuader l'enfant, même si peut-être qu'il aime, peut-être qu'il apprécie, mais en fait il ne le fera pas juste vis-à-vis du regard des autres. Oui, c'est pour ça qu'il faut impliquer les parents justement dans ce sens, qu'il faut faire des campagnes de sensibilisation pour justement essayer d'équilibrer et donner une alimentation saine et pour sensibiliser sur cette problématique qui devient récurrente et qui devient c'est-à-dire qu'il y a des conséquences fâcheuses sur le devenir de la personnalité de nos enfants. C'est dramatique ce qui se passe aux écoles, au niveau des écoles. Tous les enfants ont des goûters qui sont hypercaloriques. C'est hypercalorique, c'est très très riche. Et c'est ça, il y a ce vouloir faire mieux que l'autre qui fait que une compétition un peu véritable inégale. compétition dans le mauvais sens et qui a des conséquences sur la santé déjà physique et mentale des enfants. Et les enfants sont très durs entre eux. Entre eux, exact. C'est sans foi. Ils sont cruels, c'est très on nous dit que les enfants sont cruels envers. Et ça peut laisser des marques qui peuvent rester jusqu'à l'âge adulte, question de confiance et tout. Il faut surtout voir le surpoids, je reviens un peu en arrière, il faut surtout voir le surpoids comme, si vous voulez, un fléau sur la santé plutôt que sur le physique. Parce qu'on ne maigrit pas parce qu'on veut plaire à quelqu'un. Si on se sent bien de notre peau, c'est le plus important au final. Nous, on voit l'obésité d'un côté médical, ses répercussions sur la santé physique et mentale. Donc si on rentre dans le sujet de l'acceptation de soi, c'est un peu plus complexe. C'est justement qu'on doit inculquer à l'enfant de déjà s'accepter, et puis de prendre le côté surpoids plutôt un aspect médical, ce qui peut lui donner comme pathologie dans sa vie d'adulte, plutôt que dans l'optique de plaire Et on sait très bien que l'obésité mène vers d'autres maladies. C'est pas une question esthétique, ça renvoie à plus profond que ça et à une image vraiment négative qui pourrait déséquilibrer toute une vie. Ça peut démarrer juste d'une petite remarque qui peut au final créer des troubles psychiques jusqu'à
jusqu'à tard dans sa vie jusqu'à l'âge adulte. Justement. En fait, c'est comme une espèce de boulet que nous allons traîner toute notre C'est vie. ça. Et en même temps, très souvent, dès qu'on a, on va dire que psychologiquement, beaucoup de personnes psychologiquement, quand ils ne vont pas bien, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont on va dire, compenser avec la nourriture. En fait, c'est une espèce de cercle vicieux. Oui, je parlais de ça tout à l'heure. Je disais qu'ils peuvent tomber dans le comportement, dans des troubles du comportement compulsif, alimentaire. Et c'est un cercle vicieux, ils n'arriveront plus à s'en sortir. C'est parce qu'en fait, ils se disent que pour eux, il n'y a plus de solution. Ça y est, je suis gros, je suis moche, je ne suis pas accepté. Autant continuer à prendre du poids. Voilà, c'est l'image que lui renvoie la société. Et c'est les moqueries, c'est cette stigmatisation qui fait que la personne est persuadée qu'elle est moche, qu'elle est obèse, qu'il n'y a plus aucune solution, qu'elle ne peut plus s'en sortir et qu'elle n'a plus une place dans la société. Elle n'a plus de place, ne serait-ce que par l'image. Elle n'a plus de place, ne serait-ce que par l'image dans la société. Vous serez d'accord avec moi que de temps en temps, c'est assez compliqué on va dire, pas de donner notre avis, mais essayer d'aiguiller nos enfants. Ils ont un petit peu tendance à ne pas trop vouloir écouter les parents. Donc, si par exemple, on va faire, on va dire leçon de morale, chose que les enfants n'aiment pas. Par exemple, leur dire non, il ne faut pas manger comme ci, il faut manger comme ça et tout. Peut-être que de temps en temps, ils ne voudront pas nous écouter systématiquement. Est-ce que peut-être ça serait mieux de les amener vers des professionnels? Aller vers un professionnel, un nutritionniste, bien entendu. J'ai envie de dire, c'est aller chercher la solution à un problème qui existe. Donc, il vaut mieux aller vers la prévention, instaurer un mode de vie sain, une hygiène de vie saine. Si on habitue nos enfants à manger équilibré, à avoir un programme nutritionnel équilibré, si on les habitue aux légumes, aux choses, enfin aux aliments qui sont riches et qui apportent, pardon, des aliments riches en fibres. Tout à fait, en fibres. Peut-être qu'ils auront, c'est-à-dire ils auront éduquer le palais, donc essayer d'éduquer dès l'enfance, dès la petite enfance. Et ils s'habitueront à déguster, à savourer ces aliments. Oui, ils pourront toujours manger des frites ou manger des sandwichs. Ça serait peut-être de temps en temps occasionnel et comme une petite récompense à un comportement, à une petite note. Voilà, pour éviter la frustration. C'est ça. Mais il est impératif d'aller justement vers un programme nutritionnel dès le jeune âge. Parce que les enfants, ils s'habituent facilement à ce qu'on leur donne dans leur assiette. Et s'ils s'habituent à avoir des couleurs, parce que c'est ça, un enfant, il est facilement fasciné par ce qu'il a en face de lui. Donc si on essaie de s'amuser à mettre des couleurs dans son assiette, à faire des petites figures avec des petites carottes, avec les légumes, c'est très coloré, c'est riche, mais c'est coloré aussi. C'est coloré, effectivement. Donc on peut faire une belle assiette et intéresser l'enfant pour qu'il ait une alimentation équilibrée. Très bien. Exactement. Donc d'une manière ludique, peut-être, quand ils sont vraiment tout petits, on commence à les impliquer. D'où la notion d'éducation nutritionnelle aussi. Il y a l'éducation physique, il y a l'éducation académique, celle des écoles. Il y a aussi l'éducation nutritionnelle. C'est quand même un concept nouveau, puisqu'autrefois ça n'existait pas. Parce que tout simplement l'alimentation était équilibrée, contrôlée, équilibrée par des parents. Il y avait beaucoup plus sans stigmatiser, il y avait les femmes qui n'étaient pas très ouvertes au monde du travail, donc c'est gérer l'alimentation, les collations de l'enfant, donc l'enfant mangeait chez lui. Il n'y avait pas forcément les supérettes, il y avait juste de quoi faire un plat, tout simplement, sans aller toucher à des aliments très controversés. Aujourd'hui, le mode de vie il est très actif, les parents travaillent. Il n'y a pas vraiment un temps pour préparer un repas et justement faire impliquer. C'est très. Ça ne demande pas grand-chose. Mais ça reste quand même chronophage. Oui.
en termes de temps. Donc, mais en même temps aussi, quand on est parent, on doit en fait essayer quand même de le trouver, ce temps, puisque ça devient un réel problème. Même donc, les enseignants au niveau des écoles, après, ils peuvent faire intervenir des professionnels de la santé, donc organiser des ateliers où justement on va montrer à l'enfant qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais pour lui. Il y a des petits concours comme ça qui sont installés dans des écoles, donc le meilleur goûter, donc le goûter le plus sain, il y a un petit concours, toujours d'une manière ludique. Il faut que ça devienne une tradition plus qu'un événement qu'on organise une fois par année. Tout à fait. Moi, je dirais même qu'il faudrait ajouter la nutrition comme une matière, tout simplement, qu'il faudrait enseigner à un enfant, puisqu'aujourd'hui, il y a vraiment le fléau du surpoids. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais quand même, en Algérie, le surpoids infantile est quand même assez important. L'enfant ne sait plus manger. C'est ça, ce qui pourrait peut-être être flagrant, j'ai envie de dire, c'est peut-être donner réellement des chiffres des enfants qui sont malades, qui ont des maladies suite justement à cette malnutrition. Parce que c'est vrai que nous n'avons pas les chiffres, il faut aller les chercher, mais si... dans les médias, c'est-à-dire les médias s'impliquent et qui présentent des statistiques, des chiffres. Donc annuellement, donner des chiffres. Pas que à l'occasion. Ça serait bien de le faire tout le temps. Il ne faut pas que ce soit occasionnel, comme le docteur a dit. Il faut qu'on ait une prise de conscience collective, que ce soit au niveau des parents et du personnel qui encadre l'enfant proprement dit. C'est un fléau qui va justement induire plus tard des maladies, tout ce qui est diabète, tout ce qui est ça, on va augmenter le nombre de diabètes indirectement. Tout à fait, le diabète juvénile aussi commence à être juvénile, parce qu'un enfant, ce qu'il mange pendant son enfance va avoir une répercussion dans sa vie d'adulte, forcément. S'il a du surpoids, tout ce qui est cholestérol, les problèmes de triglycérides, les problèmes d'obésité proprement, les problèmes vasculaires, il y a tout un tout. Donc c'est-à-dire l'enfant et l'adulte et l'enfant qui est un peu, il va être la victime de l'enfant qu'il a été. Qu'il a été. Donc pour revenir un petit peu à la nutrition, pour un enfant, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'alimentation, on va dire, va être légèrement différente de celle d'un adulte. Bien sûr, il faut savoir qu'un enfant, déjà, on parle en calories, et l'apport calorique il est différent d'un adulte. Bien sûr, il faut prendre en compte l'aspect que c'est un enfant qui est en train d'évoluer physiquement, donc il va changer, donc il va grandir, prendre de la taille, prendre du poids, du muscle, etc. Mais ça reste tout de même inférieur à un adulte, aux besoins énergétiques d'un adulte. Il faudrait aussi prendre en compte, parce qu'un enfant est censé se dépenser, est censé bouger. Un enfant, je pense qu'un enfant qui est tout le temps assis sur place sans bouger est un enfant qui a forcément un trouble quelque part. L'enfant, il est né pour bouger. Donc il y a l'aspect dépense énergétique à prendre en question. Et comme je vous ai dit, là, l'apport il doit être équilibré pour justement couvrir à ses besoins, tout ce qui est en minéraux, en vitamines, et les trois principaux nutriments, glucides, lipides et protéines, justement pour couvrir les besoins en termes de développement physique et prendre en compte l'aspect dépense énergétique, pour que la balance soit par exemple, équilibrée. Pour une journée, pour un enfant, allez, on va donner un chiffre, on va dire un enfant de 6-7 ans, par exemple, les 3 repas, on va dire, enfin, les 2 repas principaux par jour, rester toujours dans cette... Prévoir donc un bon petit déjeuner qui va déjà... Petit déjeuner sucré ou salé? Ça dépend, on va ni trop sucré ni trop salé, on va un peu jouer sur les deux, ça dépend des préférences alimentaires de chacun. Peut-être qu'un enfant aime manger salé, peut-être qu'un enfant préfère plutôt la tendance sucrée, donc on va penser à incorporer tout ce qui est miel, tout ce qui est pain à base de céréales complètes, surtout c'est riche en fibres, ça va caler. De la confiture maison, donc de la confiture maison, bien sûr, en gérant le sucre, ça dépend comment vous préparez la confiture. Donc vraiment, c'est ce que vous lui donnez, donc il faut justement privilégier les fibres, tout ce qui va rester au niveau de l'estomac, pour éviter les petites fringales à 10h, à 9h. Prévoir aussi des collations, donc ce qu'il va manger à 10h, quand il revient aussi de ses cours l'après-midi, penser à incorporer des amandes, des noix. Justement, quand ils arrivent de l'école vers 16h, 17h, ils sont vraiment ils ont très faim, donc c'est un moment aussi important. C'est un moment charnière, parce que c'est là où il va y avoir, si vous voulez,
les grignotages qui peuvent, qui vont peser lourd dans la balance énergétique, ils vont faire en sorte que l'apport soit supérieur à la dépense. C'est un moment charnière. Il faut bien choisir ce qu'on lui donne quand il revient de ses cours, pour lui donner donc le moyen de récupérer. Donc cette collation avant le dîner. Elle est très charnière. Oui, voilà, la collation de l'après-midi, donc du post-école. Donc c'est là où on va choisir des aliments qui vont activer le processus de récupération pour que l'enfant puisse récupérer, surtout s'il a des devoirs. Et puis, comme quoi, par exemple? Il faut privilégier donc une source de calcium, éviter le lait. Bon, je suis un adepte du lait pour un enfant, ni du lait de manière générale. Mais on peut trouver le calcium hors du lait. Dans les produits laitiers, un yaourt allégé en sucre, du fromage blanc, une tranche de pain, ce qu'on appelle le pain complet, donc qui est très riche en fibres alimentaires. Avec peut-être du beurre, surtout pas de la margarine. Du beurre, voilà, il faut privilégier le beurre plutôt que la margarine, qui est un processus très chimique, donc sans entrer dans les détails. Des fruits, ça peut être un fruit, par exemple respecter les saisons, les oranges c'est bien, ça va apporter de la vitamine C, c'est de la prévention pour l'immunité, et puis c'est riche aussi en agrumes et en fibres, etc. Et puis ça va lui permettre donc de patienter jusqu'au dîner du soir, sans vouloir manger par-ci par-là. Quelles sont, on va dire, les prérogatives des parents donc, pour aider l'enfant à s'accepter et on va dire à aimer son image, quelle qu'elle soit? Quand il est en situation de surpoids. Quand il est en situation de surpoids. Quand il est en situation de surpoids, quand les parents n'arrivent pas à lui donner cette confiance en lui-même, quand ils n'arrivent pas, quand ils sont dans l'impasse, il est souhaitable d'aller voir un spécialiste quand même, un psychologue qui pourrait éventuellement lui donner lui faciliter cette acceptation et par la suite bien sûr qui pourrait lui-même le rediriger vers un nutritionniste pour essayer justement d'établir un programme nutritionnel qui puisse équilibrer les choses pour lui. Mais c'est vrai que parfois, c'est très difficile pour des parents parce qu'en fait, vous savez, il peut y avoir des familles qui eux-mêmes n'acceptent pas leur enfant quand il est en surpoids. Donc, c'est ça le dilemme, j'ai envie de dire. Donc, ça pourrait causer vraiment des soucis majeurs pour l'enfant et pour les familles. Donc l'intervention d'un spécialiste, elle est recommandée, vivement recommandée. Quand la communication, on va dire, est pas vraiment bien établie entre les parents et l'enfant, il vaut mieux faire appel donc tout à fait. Ça aiderait, parce qu'en fait, ça aiderait non seulement l'enfant, mais aussi justement, vous parlez de communication, et ça pourrait justement aller dans le sens où les parents vont se rendre compte que c'était peut-être juste parce qu'il manquait de communication dans la famille, que l'enfant, c'est-à-dire se retrouve dans cette situation. Parce que souvent. Donc en fait, si par exemple on va consulter, on amène l'enfant, même les parents sont toujours là, peut-être qu'on va trouver, on va découvrir peut-être un problème antérieur. Tout à fait, des problèmes sous-jacents, pardon. Et donc. Parfois, c'est même pas un problème de nutrition ou de mode d'hygiène de vie malsain. C'est justement un problème émotionnel et un problème affectif qui amènerait l'enfant à aller vers un surpoids et qui causerait des dommages sur sa personnalité. L'intervention d'un psy, d'un spécialiste est vivement recommandée. Exactement. Et en même temps aussi, il y a une autre forme. C'est pas uniquement l'obésité. On sait aussi certains aussi qui ont des troubles alimentaires, genre par exemple manger énormément et ensuite aller par exemple se faire vomir, dégager tout ça. Ça reste aussi un trouble psychologique. Pour éviter l'obésité, on tombe dans l'anorexie. L'anorexie, c'est qu'il y a une maladie mentale qui pourrait être il y a l'anorexie mentale qui pourrait être un trouble du comportement et qui nécessiterait obligatoirement l'intervention d'un psychologue ou d'un pédopsychiatre pour les enfants. Donc c'est impératif que... C'est un trouble, on va dire, un peu plus grave.
qui pourrait se dissiper, mais c'est vrai qu'il est nécessaire qu'il y ait l'intervention d'un spécialiste en tout cas. Oui, ça pourrait être très très grave et les répercussions sont assez inquiétantes par la suite. Très bien. Alors, pour des parents, quels sont les aliments qu'on devrait carrément bannir? Je dirais déjà les aliments qui sont très sucrés, donc tout ce qui est barres chocolatées, le chocolat est important, mais les barres chocolatées, enfin tout ce qui est pâte à tartiner au chocolat, c'est très riche en huile de palme qui est à la fois cancérigène et un facteur d'obésité en soi. Donc privilégier le chocolat noir. Chocolat noir, maigre. Maigre en sucre, donc justement un chocolat permet justement d'activer, si vous voulez, une forme on va un peu banaliser ça, et comme de la joie, donc ça va apporter un peu de la gaieté, donc ça va justement couvrir les troubles anxiogènes, enfin tout ce qui est stress. Le chocolat est bon pour justement gérer le stress, donc on va éviter tout ce qui est pâte à tartiner, tout ce qui est margarine, tout ce qui est produits laitiers hyper sucrés, les transformés, ultra transformés, les yaourts aromatisés qui sont très riches en sucre. Ils ont tendance un peu à jouer sur les mots en disant qu'il est enrichi en calcium, mais il vous cache aussi il est enrichi en sucre. Le côté néfaste. Voilà, privilégier du pain complet plutôt que le pain blanc. Du pain traditionnel aussi peut-être? Le pain traditionnel, après tout en contrôlant les ingrédients qu'on va incorporer, donc essayer de remplacer l'huile par de l'huile d'olive. Il y a aussi même de la semoule complète au lieu de la semoule traditionnelle comme on l'a toujours connue. Jouer sur l'aspect un peu esthétique, comme le docteur a souligné au départ, incorporer des couleurs, faire intervenir l'enfant dans la préparation de son repas. Justement, peut-être lui faire préparer par exemple un petit gâteau maison où on mettra des noix, des noisettes. Oui, on contrôle ce qu'on va mettre. Au lieu de penser à un glaçage au chocolat, faire fondre du chocolat noir et glacer. Donc c'est juste le choix des ingrédients qui va déterminer le côté, entre parenthèses, néfaste ou pas de l'aliment qu'on va présenter à l'enfant. Donc si on contrôle les ingrédients, on sait qu'on va donner à un enfant un qui ne va pas forcément avoir des répercussions inquiétantes sur sa santé et sur le surpoids principalement. Donc c'est à nous de maîtriser ce qu'on met dans l'assiette d'un enfant. Alors encore d'autres aliments à bannir? Les sodas? Les sodas, les boissons. C'est ma bête noire. C'est ce qu'on appelle des calories ridicules, tout simplement. Ça couvre aucun besoin, c'est très calorique, c'est sucré. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle va justement activer les hormones de la faim. Et donc, justement, juste après, on aura tendance à avoir faim. Quand on prend une boisson gazeuse, comme vous avez dit, les sodas, on aura tendance à vouloir manger un truc juste après. Justement, ça va entraîner le fameux cercle vicieux. On va se mettre à consommer pour couvrir les besoins, pour justement répondre à l'appel de l'hormone en question qu'on vient d'activer. Moi, j'ai un proverbe que j'aime beaucoup et on dit manger comme un pauvre et dormir comme un roi. Exactement. Voilà, c'est vraiment la philosophie, le mode de vie à adopter, que ce soit pour les enfants ou même pour les adultes. Donc, un dernier mot il faut faire attention à sa santé mentale, c'est très important. Faisons attention à la santé mentale de nos enfants, parce que nous sommes leurs garants, nous sommes leurs protecteurs. Donc c'est très important d'être vigilant sur ce qui pourrait nuire à leur santé mentale, voilà. Et en même temps, aux parents de ne pas hésiter à faire appel à un professionnel sur pas établir de contact. Tout à fait. Je le souligne toujours, quand on est dans l'impasse, quand on ne sait pas quoi faire, quand on est dans la difficulté, quand on est face à une situation et qui devient ingérable, tout simplement. On ne sait pas. On n'arrive pas à gérer. On n'arrive pas à gérer, tout à fait. Il y a des gens qui sont là pour vous et qui ne demandent que ça, vous aider. Voilà. Très bien.
Très bien. Merci beaucoup, Madame Lamamra. Donc, je répète, je reprends. Donc, vous êtes psychologue clinicienne, secrétaire générale de l'ASA. Merci beaucoup d'avoir, Sania Amara. Donc, merci d'avoir été là ce matin, de nous avoir donné tous ces éclaircissements. Et merci encore d'avoir été là. On continue. Donc, notre émission continue. Ma famille, ma vie continue jusqu'à 11h30. Et tout de suite, je vous propose d'apprécier une chanson palestinienne et on revient juste après. هبوا الفلسطينية لأجل الوطن سوية هيو شعب الجبارين عم يتنفس حرية هبوا الفلسطينية لأجل الوطن سوية هيو شعب الجبارين عم يتنفس حرية عند العونة ونجد الجد نفدي ترابك وطننا ونهز الأرض فلسطينية احنا واليد باليد وبعون الله بالعالي المعنوية حبوا الفلسطينية لأجل الوطن سوية ونهيو شعب الجبارين عم يتنفس حرية هبي يا فلسطين وانت اطلب الروح بترخص هدية حبوا الفلسطينية لأجل الوطن سوية هيو شعب الجبارين عم يتنفس حرية حبوا الفلسطينية لأجل الوطن سوية هيو شعب الجبارين عم يتنفس. De retour sur notre plateau et devinez qui m'a rejoint. Et oui, c'est Wahida. Bonjour Wahida. Bonjour, comment ça vas-tu? Tranquille, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, la Palestine toujours à l'honneur. Oui, bien sûr. Ce matin, donc une artiste peintre, tu vas nous faire découvrir? Plutôt une musicienne. Une musicienne? Oui. Très bien, très bien. Donc on verra ça dans un moment. Et tout de suite, c'est le moment de la rubrique Nutri Save. Alors, Mohamed, de retour. Alors, nous allons parler d'un deuxième cerveau. C'est assez récent. Pour moi, personnellement, et pour beaucoup de chercheurs, c'est assez récent. Nous allons parler du microbiote intestinal. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le microbiote? Déjà, on va le définir, c'est quoi un microbiote de manière générale. Le microbiote, c'est un ensemble de micro-organismes. Ça peut être des virus, des champignons, même des bactéries. Ça fait un peu peur quand on dit comme ça. Oui, mais qui sont non pathogènes. Justement, d'où l'importance, on parle de micro-organismes commensaux qui occupent un certain lieu spécifique au niveau de notre organisme. Donc on a un microbiote au niveau de la bouche, on a au niveau des poumons, on a également au niveau des voies respiratoires. Et on a le principal, enfin le plus peuplé en parenthèse en micro-organismes, celui de notre intestin. C'est le microbiote intestinal. Donc on a près de quand même 10 puissance 12, je ne sais pas, je crois 10 000 milliards de micro-organismes qui peuplent notre appareil digestif, donc en allant de l'estomac jusqu'au côlon. Enfin, l'estomac il est un peu moins peuplé en raison de son acidité. C'est principalement au niveau de l'intestin grêle et du côlon. Et du côlon. Quel est son rôle exact? Il a divers rôles. D'abord, principalement, c'est la digestion des aliments. Donc il y a au niveau des fruits, des légumes et des céréales complètes, des légumineuses qu'on appelle
je perds un peu mes mots. C'est pas Donc grave. des polysaccharides qui sont complexes, qui ne peuvent être dégradés par notre organisme, qui ne sait pas les dégrader. C'est donc le microbiote qui va intervenir. Donc il va les dégrader pour nous. Il va en prendre un peu pour lui, justement pour se nourrir. Il va nous donner le surplus en matière donc d'énergie qu'on pourra utiliser. Il y a aussi une contribution en termes de vitamines, puisqu'il permet la synthèse des vitamines du groupe B. Thiamine, cobalamine, niacine, etc. Et la contribution vitaminique du microbiote, elle va venir accompagner celle qu'on mange déjà, donc l'apport alimentaire. Il peut intervenir également au niveau du système immunitaire, il va participer à la maturation de certaines cellules immunitaires, donc il va maintenir une barrière intestinale qui est saine. Il intervient également dans la métabolisation de certains médicaments. Il y a des médicaments qui nécessitent l'intervention du microbiote justement pour prendre effet et qu'on puisse bénéficier donc de l'aspect thérapeutique du médicament en question. Voilà en grosso modo à quoi sert notre microbiote intestinal. Notre microbiote. Donc, quels sont les risques si ce microbiote est, on va dire, est un peu perturbé? Donc, lorsqu'on a une perturbation du microbiote, on parle de ce qu'on appelle une dysbiose. Les dysbioses peuvent avoir des répercussions au niveau donner ce qu'on appelle des troubles digestifs, donc, troubles du transit, diarrhée, constipation, syndrome de l'intestin irritable. Au niveau, ça peut aussi conduire à un affaiblissement du système immunitaire. Donc on aura tendance un peu à devenir très vulnérable face aux infections, face justement aux maladies telles qu'on connaît. Donc d'un simple rhume tout simplement, le microbiote peut aider justement à gérer, à renforcer l'immunité, donc faire face à ces infections. On a aussi des troubles du métabolisme, donc ça peut être à l'origine d'une dysbiose, donc une perturbation du microbiote peut être à l'origine d'une obésité, d'un diabète de type 2, de problèmes cardiovasculaires. Donc il y a aussi un effet sur la santé mentale, parce que les études ils ont monté une relation entre l'anxiété et le stress et une perturbation du microbiote intestinal. Donc voilà. Réellement, c'est que quand on dit que c'est un deuxième cerveau, son importance est immense. Il faut savoir qu'au niveau de l'appareil digestif, il y a des neurones. Donc il y a des neurones qui sont gérés par un système nerveux entérique, donc qui vont un peu et qui communiquent au niveau du cerveau via ce qu'on appelle un nerf vague, et donc ça peut être à l'origine des émotions telles qu'on a le stress, l'anxiété. Donc une perturbation peut générer un stress, une anxiété et qui se répercute au niveau mental tout simplement. Qu'est-ce qui pourrait perturber le microbiote? Comme je vous ai dit, une alimentation déséquilibrée, une alimentation qui n'est pas qui ne renferme pas tous les nutriments et les vitamines dont on a forcément besoin. Il y a également la prise d'antibiotiques un peu à tort et à travers. J'ai toujours entendu dire parce qu'un antibiotique, il est censé tuer des bactéries, mais il ne va pas sélectionner les bactéries qui va tuer, donc il peut justement tuer ce qu'on appelle des bonnes bactéries, et donc ça va venir un peu perturber D'où l'importance de ne pas prendre les antibiotiques à tort et à travers et pas systématiquement aussi. Il faut un peu laisser son système immunitaire répondre et faire face, et puis si on voit c'est pas on voit nous, c'est un professionnel de la santé voit que le système immunitaire doit être boosté par un antibiotique, c'est au médecin de prescrire. Bien entendu, c'est nécessaire. Il faut toujours faire appel à un professionnel, comme je l'ai dit. Donc c'est au médecin à prescrire les antibiotiques et surtout pas ne pas faire ça, on va dire, d'automédication. Ce n'est pas un bonbon tout ça. Tout simplement, un antibiotique, comme on nous a appris quand on était petit, disait qu'un antibiotique ce n'est pas automatique. Donc, il faut juste se rappeler de ce petit proverbe. Et comment maintenir un microbiote sain? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà une alimentation, comme j'ai dit, équilibrée, donc qui renferme tous les nutriments nécessaires et les vitamines. Il ne faut pas oublier justement les fibres alimentaires qui sont la source d'énergie de ces bonnes bactéries. Il faut ajouter ce qu'on appelle des probiotiques. Les probiotiques, c'est justement des micro-organismes qu'on trouve au niveau des produits laitiers tels que le yaourt, le kéfir, enfin le yaourt blanc, qui vont justement venir diversifier ce microbiote. Donc on aura d'autres souches de bactéries, ça va coloniser notre côlon. Seulement si on a pris par exemple un antibiotique, on va un peu perdre un peu la notion de microbiote, donc ça va repeupler notre appareil digestif. Il faut penser aussi aux prébiotiques, donc, qui sont la source d'énergie de ces bonnes bactéries, éviter la prise d'antibiotiques à tort à travers et éviter tout ce qui est édulcorant artificiel. Un édulcorant, c'est un produit chimique que les industries agroalimentaires dans l'industrie agroalimentaire que l'on retrouve presque partout. Donner un goût sucré à un aliment, donc c'est comme l'aspartame et tout, qui sont néfastes
pour la santé de manière générale, puisqu'ils sont cancérigènes et en particulier pour notre microbiote. On peut remplacer ça par des édulcorants naturels. Qu'on peut trouver dans la Qu'on nature. peut trouver même au niveau des supérettes et des épiceries. Le meilleur exemple, c'est la stevia. C'est une plante dont on va utiliser justement la sève pour synthétiser un édulcorant naturel qui va donner l'aspect sucré, qui ne va pas hausser la glycémie telle qu'on conçoit. Très bien, donc il Voilà. faudrait peut-être trouver de la stevia. Je serais peut-être la première à essayer de la planter chez moi. Bon, et c'est un processus un peu chimique, enfin industriel pour la transformer, mais oui. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Très bien. En tout cas, voilà. C'était... Merci beaucoup pour déjà nous avoir parlé donc, du microbiote intestinal. Voilà, mais merci beaucoup. C'est avec plaisir. Mohamed, tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'émission et tout de suite, c'est la rubrique de Wahida Salam Chéri, Oui Cher. Alors, Voilà. aujourd'hui, Myriam et Mohamed, j'ai le plaisir de vous emmener dans un monde que j'ai vraiment découvert cette semaine. Il s'agit dans un monde artistique. Il s'agit de la jeune chanteuse, rappeuse. Alors, elle s'appelle Maysa Daw. Je vais vous dire, elle est musicienne, elle est autrice, compositrice. Et elle a fait partie du premier groupe en Palestine. Vous allez voir sa photo, je suis sûre que vous avez dû la croiser, parce qu'elle fait Sur les beaucoup réseaux sociaux. Exactement, elle a fait beaucoup de chansons engagées. En fait, en la voyant, elle est un peu atypique dans son genre, n'est-ce pas? Oui. Voilà, c'est une fille qui fait vraiment... C'est une véritable artiste. Exactement. Donc voilà, c'est Maysa Daw. Elle fusionne entre le rock, le rap, la soul, la pop et le hip-hop. Donc elle fait de la musique qui est variée et engagée. Ses textes, ils traitent plusieurs thématiques. Bien sûr, quand on dit palestinien engagé, on parle de Palestine. Texte engagé. Exactement, texte engagé. Donc elle chante l'amour, l'amitié. Elle chante malheureusement l'occupant. Elle essaie de raconter l'histoire des Palestiniens tout en utilisant plusieurs instruments de musique. L'avantage que Maysa a, c'est qu'elle fusionne entre plusieurs types de musique. Donc, la Palestine, c'est un pays qui est vraiment grand. Donc, dans chaque région, ils ont un type de musique. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaie de fusionner tout ça en apportant des instruments de musique qui sont modernes. Par exemple, elle utilise beaucoup de guitare électrique dans ses musiques. Et la guitare électrique, souvent, elle est utilisée. C'est au rock. Voilà, on l'associe au rock. Oui. Exactement. Et dans son album, justement, on trouve des titres qui sont vraiment pop-rock. Il y a aussi, elle est portée par un mélange qui est aussi traditionnel, modernisé. D'ailleurs, je vais vous faire écouter un petit extrait pour un peu apprécier l'artiste. Avec plaisir, oui. Féroce, terrible. Elle chante aussi la liberté dans toutes les langues ou juste en anglais? Elle utilise l'anglais, l'arabe et parfois elle utilise aussi quelques refrains en espagnol. Donc elle utilise plusieurs langues pour transmettre le message, ce qui est extraordinaire. Donc il faut savoir qu'elle a écrit son premier album lorsqu'elle était dans un cadre universitaire. Donc vous savez, parfois dans des universités, on a des petits projets à réaliser et elle, son projet à elle, c'était de créer son premier album qui s'appelait Between City Walls, entre les murs d'une cité. C'est malheureusement la triste réalité que les Palestiniens vivent. Donc c'était en juin 2017. Au départ, c'était un petit projet entre étudiants et elle s'est vue propulsée à la scène internationale. D'ailleurs, plusieurs magazines ont écrit des articles la concernant. Elle est qualifiée en tant que parmi les 5 artistes arabes influents. Donc, ce qui est extraordinaire. Donc elle a emporté la cause palestinienne. Exactement, elle l'a vraiment exportée à l'échelle internationale. Il faut savoir qu'elle est parmi les premières palestiniennes à faire du rap aussi.
Parce que voilà, le rap, souvent, on l'associe aux Aux garçons, hommes. aux hommes. C'est ça. Voilà. Donc elle est vraiment la première à le faire en Palestine. Mais ça s'inspire beaucoup de ce qui est de son héritage palestinien, parce qu'il faut savoir qu'ils ont une très très belle culture qu'on essaie de découvrir chaque semaine avec les rubriques que nous passons sur Canal Algérie. Donc elle a un héritage qui est arabe, qui est vraiment présent. Donc justement, elle essaye, même si quand elle chante en anglais ou en autre langue, elle a toujours les sonorités arabes qui sont présentes. Donc elle fait toujours un petit rappel de ses origines, de ses origines, de tout sa ça. cause. Exactement. Donc bien sûr, vous avez vu, souvent, elle est avec sa guitare. Elle adore interpréter des chansons en acoustique. En acoustique. Voilà. Et l'acoustique, c'est très beau. C'est là où on découvre l'artiste, comment il est, et on découvre Voilà, ses on la talents. voit avec Voilà. sa guitare, son instrument de prédilection. Exactement. Et elle joue, en fait, la guitare, il faut savoir qu'on peut jouer de plusieurs sortes Manières, de musique et de manières aussi. Mohamed a l'air d'apprécier la musique. Un peu, Oui. oui, comme toute ma génération. Oui. j'imagine. J'imagine, oui. Surtout la guitare aussi, c'est assez particulier, sa C'est sonorité, quand c'est une guitare sèche, quand Oui. c'est une guitare électrique. C'est Électrique. vrai que et je trouve que en fait, avec le piano, ce sont vraiment des instruments qui arrivent à transmettre un message. Des fois, Exactement. même sans parole, on arrive un peu à... C'est vraiment ça. Moi, je dis pareil pour la guitare, le piano et le violon aussi. On n'a pas besoin d'écrire un texte ou quoi. On dirait qu'il parle. Exactement, c'est vrai. On dirait que- Voilà. Que les Ça nous notes, parle. oui. Les notes, ça nous parle. Donc, j'ai trouvé une déclaration que j'ai vraiment appréciée de sa part. Elle a dit « Je parle de l'histoire de mon pays parce que c'est une grande partie de ma vie, que je le veuille ou non. Je voulais seulement faire de la musique, mais avec le temps, j'ai mieux compris la responsabilité que je pouvais accepter. Pas exactement une responsabilité, mais une sorte de privilège. J'ai cette voix que je peux utiliser et elle a le potentiel de toucher beaucoup de gens. Cela m'a fait réaliser que je pouvais utiliser cela pour parler des choses dont beaucoup d'autres ne pouvaient pas parler. Vous savez, c'est très beau quand un artiste trouve le moyen de s'exprimer, de partager son quotidien et de raconter l'histoire de son pays à travers quelque chose qu'il aime, c'est la musique et l'art. C'est une ambassadrice de sa nation, donc ça permet à de fait. mettre une image et mettre justement la Palestine sur une carte géographique. Voilà, donc elle porte la Palestine dans son cœur, Voilà. à travers ses actes et ses chansons aussi. Et l'avantage qu'elle a, c'est que vous savez très bien que rares sont ceux qui peuvent voyager à l'étranger. Donc, elle a cette chance de pouvoir faire des scènes au niveau international. Et c'est l'occasion jamais où on peut Pour exposer raconter. la Palestine. Exactement. Et il faut, voilà, c'est le meilleur moyen pour pouvoir raconter ce qui se passe en De toute Palestine. façon, les artistes ont toujours été, on va dire, ont toujours mis leur pierre à l'édifice. Hein. C'est la leur voix, importance est là. C'est une Ils ont force. toujours été la voix de leur peuple, de De leur la- histoire aussi. Et de la liberté. Et de surtout. Très bien. Exactement. Mais en tout cas, merci beaucoup, Wahida. Avec Merci plaisir. donc, de nous avoir fait découvrir cet artiste. Mohamed, merci beaucoup Merci à vous d'avoir aussi. été là ce matin. Ce fut un plaisir. C'est un plaisir partagé. Je te dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah, Voilà. bien sûr. On arrive à la fin de notre émission. J'espère que vous avez apprécié. Nous avons donc parlé d'obésité juvénile ce matin. Je vous dis, restez toujours sur les programmes de Canal Algérie et vous retrouverez Mounia Witis demain, Inch'Allah. Merci, au revoir.